photo avec un groupe. Ah, bon, au début c'était ça, mais je me suis dit, un bel contact. C'est 2 jours, c'était le camp, on parlait du code pour la personnalité juridique et les robots. Mesdames, Messieurs, mon nom est Vincent Gautret, je suis professeur au Centre de recherche en droit prospectif, CRDP, qui change son nom dans les toutes prochaines semaines, à l'Université de Montréal, et je suis titulaire de la chaire Wilson en droit de commerce électronique qui organise cette activité et ce site d'activité sur le droit numérique dans 10, 20, 30 ans. Cette conférence-ci est pour moi un peu particulière, et ce pour plusieurs raisons. La première, qui est, si je m'intéresse au numérique depuis pas mal de temps maintenant, sur différents aspects en lien avec la connexion entre droit et numérique, je ne connais absolument rien, ou presque rien, en fait, aux questions de fiscalité. Et en dépit du fait que cela a été ma meilleure note au bac, quand j'ignore, c'est un domaine de droit qui vit me semble-t-il, d'un vue extérieur, un petit peu en autonomie, un petit peu en autarcie. Et le commun des juristes que je suis regarde ça donc d'une manière un peu nébuleuse. À cet égard, et j'y reviendrai, si je suis parvenu à me proposer cette belle brochette d'intervenants, en fait, j'y suis pour presque rien, car c'est d'abord et avant tout grâce à l'aide de ma collègue Annie Provencher, qui est une collègue au CRDP en droit fiscal, et sans laquelle cette activité n'aurait absolument pas été possible. Donc merci beaucoup, Annick, de me permettre de bénéficier de ton réseau de connaissances. En deuxième lieu, si j'impose à mes conférenciers ce travail de prospective sur le fait de savoir si dans 10, 20, 30 ans, le droit se pratiquera dans les mêmes conditions que maintenant, en fait, c'est un exercice que l'on opère dans différents domaines, et c'est cette 5e conférence en fait, de ce cycle de conférences. Et les 4 premières touchaient la vie privée dans les 20-30 ans, le droit d'auteur dans les 20-30 ans, les télécoms, la preuve. En fait, ce qu'on a, je ne vais pas vous résumer toutes ces conférences, mais dans ces conférences-là, on se rendait compte que le droit d'auteur dans 10-20-30 ans, c'est même pas si existé. Vie privée dans 10-20-30 ans, voilà. Il y a des risques, il y a des enjeux en fait qui vont faire. Télécom, une chose, on est en train de revoir le CRTC au niveau fédéral. Preuve, la technologie va tout changer, va changer le code. En revanche, quand on parle de la fiscalité, dans 10-20-30 ans, il y aura toujours la fiscalité. Vous connaissez tous cette phrase bien connue de Benjamin Franklin qui fait que dans ce monde, rien n'est certain à part la mort et les impôts. Donc, sans doute qu'il y aura des modifications, mais la fiscalité dans 10-20-30 ans, assurément, il y aura toujours une pertinence tout à fait totale. En troisième et dernier lieu, et sans savoir véritablement ce que les intervenants auront et vont nous dire aujourd'hui, il y a le fait que le numérique envisage de multiples perspectives en matière fiscale, à la mesure où la fiscalité, ce n'est que l'information. Et l'information, ça se numérise. Donc il y a énormément d'aspects du droit fiscal qui peuvent être impactés. Alors, je ne peux pas, évidemment, je ne peux pas, et on ne pourra pas, dans l'espace du 2 heures qui est offert, de les identifier tous, mais minimalement les objets et services numériques. Ça, je sais comment en parler, avec les nouveaux services numériques qui sont proposés, notamment par des instances internationales, dont la fiscalité est souvent plus compliquée que des activités strictement locales. Les questions, évidemment, d'administration, de la fiscalité, où on peut imaginer que celle-ci sera demain passablement distincte de celle que nous vivons aujourd'hui. Il y a une unité de contrôle, de vérification, moi qui m'intéresse justement aux questions du privé. Si je prends l'exemple provincial, la plus grosse banque de données qui existe au provincial, c'est des données fiscales, c'est revenus québécois. Et on s'en sert d'ailleurs à l'occasion pour reconnaître si une personne est bien une personne. Donc évidemment, en matière de contrôle et de vérification, sans doute qu'il va falloir tempérer les ardeurs et limiter les capacités que la technique est supposée de faire, est capable de faire. Je me permets cette petite référence au niveau fédéral
Dans les rapports annuels que fait le commissaire de la vie privée, le mauvais joueur à chaque année dont M. Terrien dénonce, c'est très souvent la RC, au même niveau que la défense, à peu près. Ce qui, je pense, n'est peut-être pas tout à fait bon signe. Donc ça, c'est autant d'aspects que ce travail de prospective, ce travail difficile que je vous demande de faire, prospective, qui vient de l'étymologie latine, scruter en avant, donc ce travail qui demande beaucoup de profondeur, et puis je suis persuadé que nous l'avons aujourd'hui, la perspective, un certain courage aussi, pour effectuer ce saut dans l'inconnu. Et je crois véritablement, comme je vous disais, que ces qualités sont toutes réunies auprès de nos trois intervenants, et en tout premier lieu de Maître Marois Risky, qui aura la dure tâche de nous entretenir dans le cadre de cette conférence principale, environ une trentaine de minutes, 25-30 minutes. Ensuite, Maître Ranchet et Maître Cloutier devront répondre en 10-12 minutes, réponse un peu à chaud sur l'intervention de Marois. Et tout ceci, comme à l'habitude, devrait nous laisser peut-être une trentaine de minutes pour échanger avec vous tous, qui assurément avaient des choses à dire sur ce sujet de l'heure. Bien évidemment, et c'est mon dernier, mon job est presque fini après ça, ma dernière tâche de présenter les trois intervenants, même si vous les connaissez certains mieux que moi. Marois Risky, comme je disais, dispose d'une chance énorme d'une double casquette, si vous permettez l'expression, dans la mesure où elle est d'abord élue députée de la circonscription Saint-Laurent à l'Assemblée nationale du Québec, je le répète, le Parti libéral du Québec, dans des actions qui ont eu lieu en octobre 2018. Elle est aussi avocate et fiscaliste de formation et était au moment de ses actions professeur à l'Université de Sherbrooke, se spécialisant justement dans la question de fiscalité internationale. Merci infiniment, Marois, de votre présence ici en dépit, j'imagine, d'un agenda qui doit être le vôtre. Ça fait très plaisir. Annie aussi. Annie Provencher, professeure en droit fiscal à la faculté, co-directrice du programme de maîtrise en droit fiscal, membre du CRDP, j'en suis très fier. L'expertise de la professeure Provencher est en fiscalité pour appui sur plus d'une décennie de pratique en litige fiscal au ministère de la Justice du Canada. Et ses recherches, et je ne vais qu'en indiquer que certaines, portent notamment sur la construction du droit de la femme, le discours de politique fiscale, et sur la friction possible entre les impératifs de neutralité des lois fiscales et l'introduction des mécanismes de redistribution de nature sociale dans ces lois. Je vous picole d'ici tant citoyen. Il nous fallait bien évidemment une perspective aussi de praticien, et justement celle de Maître Nicolas Cloutier, qui est avocat chez McCarthy Tétrault, associé chez McCarthy, est axé sur le litige en fiscalité fédérale, provinciale, municipale. Depuis quelques années, Nicolas est à l'avant-plan, j'ai pu le vérifier lors de l'exposition préliminaire, sur les questions fiscales qui touchent notamment l'économie de partage. Je sais pas si on peut citer l'un des joueurs notamment qui hante ces questions-là presque tous les jours, donc une partage de commerce électronique. Il participe également en collaboration avec l'autorité fiscale à la mise en œuvre de solutions fiscales innovantes sur les plateformes mondiales les plus importantes dans ce domaine-là, qui nous partage. Et attention, Nicolas a reçu une innovation du Financial Times pour son travail dans le domaine de la fiscalité de la technologie. Alors voilà, comme vous le voyez, nous sommes dans de très bonnes mains. Je vous souhaite une belle conférence et j'aurai le plaisir et l'avantage d'animer la séance de questions après ces trois interventions. Merci. Alors, je vais essayer de bien résumer certains aspects de la fiscalité numérique avec des exemples plus concrets afin d'avoir un fil conducteur tout au long de notre présentation. Alors, je prends une entreprise, disons Netflix. C'est correct, on va prendre Netflix. Rappelez-vous, à peu près 2 ans maintenant, en 2017, c'était la grande question à savoir si ou non une entreprise telle que Netflix devait collecter les taxes de vente. Et c'était un grand débat à l'époque parce que les gens disaient oui, d'autres disaient non, d'autres disaient que c'était de nouvelles taxes. Et en fait, c'est que dans le cas de Netflix, tous ceux qui avaient un abonnement via Apple TV payaient déjà les taxes de vente, alors que ceux qui avaient un abonnement direct ne payaient pas les taxes de vente. Et je me rappelle déjà à l'époque, c'était assez difficile parce que dans le discours, il y avait plusieurs intervenants qui disaient un petit peu n'importe quoi, mais est-ce qu'ils n'étaient pas fiscalistes? Puis souvent, ils disaient on va attendre après l'OCDE.
Mais moi, c'est que ça faisait longtemps que j'attendais déjà après l'OCDE. Alors, je savais que l'OCDE ne pouvait pas faire grand-chose pour nous à ce moment-là. Mais dans ce cas-ci, c'était important de savoir que les gens oubliaient que Netflix Canada n'était pas celui qui vendait les abonnements. C'était une autre entreprise, une entité étrangère qui, elle, évidemment, n'avait pas besoin de s'enregistrer pour collecter les taxes de vente. Et à ce moment-là, c'était à nous, au Québec, de changer la loi. Quand je dis nous, au Québec, c'est parce que c'était clair en 2017 qu'il n'y avait pas de volonté gouvernementale au niveau fédéral de le faire. La porte était fermée à double tour. Et faites-moi confiance, pas parce que j'ai pas essayé. J'ai eu 3 rencontres au cabinet avec différentes personnes au niveau fédéral pour essayer de faire entendre raison. Ça n'a pas marché. Et malgré toute la pression qu'on pouvait faire au niveau médiatique, ça ne fonctionnait pas à l'époque. La ministre en question disait que c'était impossible à changer. Mais grosso modo, c'est qu'il n'y avait pas de volonté gouvernementale. Alors, je m'étais tourné de côté, j'ai changé, j'étais voir le palier du gouvernement du Québec pour voir si eux avaient une volonté gouvernementale d'en faire une. Et j'avais dit, faites pas une Mélanie Joly de vous, là, s'il vous plaît, légiférez. Et rapidement, je me rappelle que 6 mois plus tard, au budget, parce que la saga Netflix, c'était septembre 2017, et en janvier 2018, on m'avait confirmé qu'au budget, il y avait une mesure pour s'assurer que les entreprises telles que Netflix collectent la TVQ. Personnellement, j'avais dit, je me rappelle encore qu'on ne va pas assez loin parce que moi, j'avais pris non seulement la TVQ, mais j'avais aussi occupé le champ de taxation du fédéral qui a décidé de laisser vacant son 5 points sur la table. Et à ce jour, je dis toujours qu'on devrait l'occuper, car au mois d'avril dernier, quand le rapport du vérificateur général du Canada a été rendu public, il a clairement dit que si le Canada avait emboîté le pas au gouvernement du Québec, ben, c'est 169 millions de dollars qu'on serait allé chercher dans la dernière année avec cette taxe qu'on appelle maintenant la taxe Netflix, en fait, qui taxe tout ce qui est le volet numérique, les intangibles. Puis moi, j'ai fait la petite proportion, ben, c'est pratiquement 40 millions de dollars de plus qu'on aurait pu recevoir, nous, la portion pour le Québec, si on était allé de l'avant au fédéral. Maintenant, sur le volet de la taxe de vente, le Québec, ça va bien, c'est fait, c'est légiféré. Au niveau fédéral, ça n'a pas encore changé. Durant la campagne électorale actuelle, les différents partis politiques devant la pression médiatique ont compris que peut-être que c'était le temps de légiférer. Donc, tous les partis l'ont promis. Malheureusement, moi, je suis un peu comme le Saint-Thomas, j'ai besoin de le voir pour le croire. Et c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui sait si on va avoir un gouvernement majoritaire, minoritaire ou une coalition qui, dans 9 mois, va se retrouver encore en élection. Alors, là-dessus, j'attends encore, mais je crois que le gouvernement du Québec peut aller de l'avant puis occuper temporairement ce champ de taxation. Puis pour ce faire, il est possible, effectivement, malgré l'entente que nous avons, l'accord de perception des taxes de vente, d'augmenter le volet pour le numérique à 15 %. Et quand que le fédéral occupera son champ, nous pourrons réduire au taux actuel de la TVQ. Ça serait parfait, selon moi. Mais quand on parle de la taxe de vente, il y a un autre volet. Prenons les abonnements. Il y a des profits qui sont faits évidemment sur ces abonnements. Et là, évidemment, au fédéral, rien n'a été fait. Au niveau du Québec non plus, rien n'a été fait. Ça prend une modification législative assez importante. Et là-dessus, il n'y a pas encore cette volonté politique de le faire. Tout le monde est en attente de. Attente de qui? On attend toujours après l'OCDE, mais les gens oublient l'affaire. L'OCDE, ça fait des années qui se penche sur cette question. En fait, l'une des premières conférences était au Canada, à Ottawa, en 1998, avec des grandes idées, des grands principes, que ça doit être juste, équitable, la transparence. C'était super de beaux principes, mais ils ont décidé que c'était le statu quo en attendant. Mais entre 1998 et aujourd'hui, ça fait 21 ans qu'on attend. Et il y a d'autres pays qui ont décidé de ne pas attendre. Et en 2017, lors de l'ECOFIN, c'est la conférence européenne qui regroupe les ministres d'économie et de finances, certains pays ont décidé d'aller de l'avant avec ce qu'on appelle la taxe GAFA. C'est-à-dire, on va taxer les profits de ces entreprises, les revenus, pardon, à hauteur de 3 %. C'était au début, les gens parlaient de 3, d'autres parlaient de 5 %. C'est qui avait décidé d'initier tout ça? C'était la France, l'Allemagne, avec l'Italie et l'Espagne. Par contre, pour que ça passe, ça prend un petit consensus autour d'eux. Et ce qu'on appelle le Benelux, ça ne leur tentait pas nécessairement. Le Benelux, c'est la Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Il faut savoir qu'eux ont des avantages fiscaux considérables dans la matière quand on fait nos structures fiscales.
Alors, eux, évidemment, c'était une fin de non-recevoir, ils ne voulaient pas embarquer là-dedans, donc ils ne donnaient pas leur consentement. Et l'autre pays qui ne donnait pas vraiment son consentement, c'était l'Irlande. Et l'Irlande, au même moment, je fais une petite parenthèse, et ont toujours Margrethe Vestager, qui est la commissaire européenne en matière de tout ce qui est les arrangements fiscaux dits illégaux. Alors, l'Irlande faisait face à plusieurs vents de différents secteurs en matière fiscale et ne donnait pas non plus son accord. Alors, les différents pays déjà menaçaient, comme la France disait, si on n'a pas l'OCDE, si on n'a pas la Commission européenne qui nous appuie, bien, nous, on va aller de l'avant tout seul. À ce moment-là, Pascal Saint-Amand, qui est à la tête de l'OCDE, a dit non, on ne peut pas faire ça. Si tous les pays commencent à faire ce qu'on a envie de faire tout seul, bien, on va se retrouver dans une situation de double taxation potentielle. Le problème de cet argument de M. Saint-Amand, c'est que pour avoir une double taxation, il faut encore avoir de l'impôt quelque part. Puis ces entreprises n'en ont jamais payé depuis des années. Alors, ça serait difficile de parler de double taxation. C'était un faux argument parce qu'au fond, les autres pays n'allaient pas plus les taxer. Alors finalement, la France a décidé de faire cavalier ça, mais a quand même tracé la voie à suivre pour plusieurs autres pays et ont décidé que pour le volet de la taxation numérique, c'était d'aller avec d'autres critères. On laissait de côté la notion d'établissement stable, c'est-à-dire d'avoir une présence physique dans un territoire pour imposer les revenus, et on regardait est-ce qu'il y a d'autres indicateurs. Par exemple, avez-vous des ventes en ligne? Avez-vous un site web transactionnel? Avez-vous des visites sur votre site web, le nombre de clics? Et l'autre critère qui est très, très intéressant, est-ce que vous collectez des données? Parce que Google, qui détient en fait Alphabet, bien, eux autres, c'est la collecte de données. Avec ça, ils sont capables de faire beaucoup de profits pour faire du référencement, par exemple, sur les pages. Alors là, ils visaient les grands joueurs. Et ils ont mis un seuil quand même assez intéressant pour pas justement tuer les petites entreprises en démarrage au niveau numérique. Ils ont fait un seuil de 750 millions d'euros. Donc, clairement, on vise les multinationales, mais vous avez compris que rapidement, il y a une personne qui n'était pas contente, qui s'appelle Donald Trump. Puis il a dit, si vous allez de l'avant avec le texte GAFA, ben nous, on ne prend plus le vin français. Alors, il y a eu une réconciliation quelques jours plus tard. Donald Trump et Macron se sont réconciliés. Ils se sont donné une belle accolade. Et Macron a promis la main sur le cœur qu'il va mettre la taxe GAFA de l'avant. Mais lorsque l'OCDE aura finalement des règles où est-ce que tout le monde voudra adhérer, ils iront avec les règles de l'OCDE. Et si jamais il y a eu de l'impôt trop perçu, bien, ils rembourseront les entreprises. Parce qu'évidemment, lorsqu'on parle de taxe GAFA, GAFA c'est pour Google, Apple, Facebook, Amazon, mais si on ajoute GAFA, NATU, Microsoft, eBay, NATU c'est Netflix, Airbnb, Tesla et Uber, on parle des 10 entreprises les plus capitalisées au niveau de la bourse et elles sont loin devant toutes les autres entreprises qui ne peuvent pas les accoter. Et c'est sûr que pour les Américains, c'est une attaque frontale par rapport à leurs entreprises parce que c'est eux qui sont majoritairement visés par les nouvelles mesures françaises. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi un géant du web qui s'appelle Alibaba qui est aussi visé dans cette nouvelle mesure. On en parle moins, mais c'est aussi un très très grand joueur dans le secteur numérique. Et finalement, la France a un petit peu forcé la main à l'OCDE. En agissant ici, ça a forcé l'OCDE qui, depuis 2013, depuis son dernier rapport en matière de fiscalité numérique qui a été publié 2013-2015, a dit, bon, parfait, on va pondre quelque chose. Puis finalement, ils ont pondu des nouvelles règles. C'était à peu près temps, mais elles ne sont pas en vigueur au minimum avant 2021. Donc encore une année complète et demie qui est perdue. Puis il faut savoir qu'elle est perdue, ce sont des pertes sèches, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais récupérer ses revenus. Ses impôts sur ses revenus. Alors, la France fait bien d'aller de l'avant. Et avant que les autres pays emboîtent le pas, ça risque de prendre du temps. Et ce n'est pas tous les pays qui vont emboîter le pas. Je reste assez sceptique, car on parle de 140 pays. Et au niveau international, il y a deux concurrences qui sont vraiment importantes. La concurrence de la main-d'œuvre, la concurrence fiscale. La concurrence de la main-d'œuvre, ça fait en sorte que, par exemple, les pays peuvent volontairement ne pas réglementer le secteur des employés pour attirer des entreprises qui vont vouloir
faire des vêtements à moindre coût, sachant pertinemment qu'il n'y a pas d'horaire de travail, qu'il n'y a pas d'âge pour travailler. Et ça fait mal aussi à l'économie mondiale, sans compter qu'au plan humain, c'est complètement inacceptable. La concurrence fiscale existe, ça c'est des pays qui eux aussi volontairement vont effectivement réduire au maximum leur taux d'imposition, ouvertement ou non ouvertement, c'est-à-dire de façon transparente, on voit que leur taux fiscal est très bas, ou clairement, comme par exemple l'Irlande, qui vont signer des ententes secrètes et que leur taux affiché et le taux réellement payé par l'entreprise n'est pas le même. Ça, c'est évidemment les deux affaires qui c'est très difficile à combattre en matière de fiscalité. Et des fois, c'est grâce aux journalistes d'investigation qu'on l'apprend, mais en matière fiscale, ça, c'est les deux enjeux qu'on a avec les autres pays. Alors, savoir si oui ou non d'autres pays en voie de développement qui essaient d'attirer des investissements dans leur pays, est-ce qu'eux vont en voter pas ou est-ce qu'ils peuvent décider de complètement défiscaliser les recettes? Parce que déjà, ce discours que j'entends, j'étais dernièrement aux États-Unis, puis ils parlaient déjà, est-ce que oui ou non, dans le futur, l'impôt corporatif devrait-il être aboli? Et ça, c'est des discussions qu'on entend souvent, mais ces temps-ci, on entend particulièrement plus souvent. Je ne sais pas si c'est l'effet trompiste aux États-Unis, ça se peut, mais bon, alors ça, c'est quelque chose que je garde aussi en tête. Et je sais que le temps file, puis j'aimerais aller exactement sur, je pense, qu'est-ce qu'on doit surveiller pour les années à venir de façon urgente. Deux affaires. Monnaie virtuelle. On est déjà en retard. Ça fait quand même quelques années qu'on voit qu'à Londres, il y a une réflexion très sérieuse au niveau de la monnaie virtuelle. Non seulement au niveau de l'encadrement de la monnaie virtuelle, mais aussi de la fiscalité de la monnaie virtuelle. Nous, on est encore au balbutiement ici au Canada. Je me rappelle du rapport qui a été publié par le Sénat canadien qui disait que c'était la plus belle invention au monde, qu'il ne fallait absolument rien faire, puis regarder les choses aller. Dès lors qu'on voit un rapport qui dit ça, c'est parce que les gens n'ont pas compris. C'est sûr que c'est quelque chose de bien, la monnaie virtuelle, parce que c'est encadré. Mais quand on prend le temps de lire les rapports étrangers, que ce soit ceux qui sont écrits par les Français, les Britanniques ou les Américains, c'est clair que lorsqu'il est question des monnaies virtuelles, ça peut faciliter le crime organisé à vitesse grand V. Ça peut aussi faciliter la fraude fiscale. Donc ça, pour moi, c'est hyper important qu'on ait enfin un vrai groupe de réflexion sur la monnaie virtuelle et comment on fait aussi pour tracer cet argent parce que, par définition, elle est opaque. Et Facebook qui lance Libra, évidemment, ça fait en sorte que ça devient quelque chose qui va être très rapidement démocratisé. Et là-dessus, je ne suis pas certaine que les différents gouvernements, tout ordre confondus, ont réalisé à quel point on est en retard dans ce dossier. Et l'autre endroit, parce que pour moi, je crois que c'est important qu'on commence à vraiment se réveiller, c'est sur les données. Parce qu'effectivement, les données, c'est le pétrole du 21e siècle, après l'eau potable, évidemment, mais les données ont fait énormément d'argent. Puis d'ailleurs, les entreprises qui, on voit que leur valeur boursière augmente, c'est celles qui collectent les données. Et après ça, sont capables de monétiser ces données. Il y a toute la question fiscale, parce que même si nous, on changeait nos lois canadiennes pour avoir l'équivalent de la taxe GAFA, c'est assez facile, en tout cas pour moi, de faire le calcul de qu'est-ce que Facebook pourrait payer. C'est une entreprise cotée en bourse, on veut être les revenus, 3%, parfait. J'ai essayé de le faire pour Google avec Alphabet. Je ne suis pas arrivée, donc j'ai parlé avec mon fiscaliste, il n'est pas plus arrivé que moi. Jean-Luc Roy, qui n'est pas fiscaliste, mais journaliste et professeur à l'UQAM, lui aussi a tenté de faire le calcul, on n'y arrive pas. Donc c'est assez difficile pour les entreprises qui, elles, collectent les données, parce que c'est pas toujours des intangibles qu'est-ce qu'ils vendent. Alors je ne sais pas comment on va être en mesure de bien identifier, même si on changeait nos lois pour avoir une taxe GAFA, comment on va s'assurer qu'une entreprise comme Alphabet paye ses impôts. Vous remarquez que moi, je ne parle jamais de payer sa juste part d'impôt. Je pense que c'est ça que vous en payez. Puis c'est ça que vous en devez, ça que vous en devez pas, c'est un ou l'autre. Mais il n'y a pas de juste part parce que sinon, ça deviendrait un concept qui peut devenir assez flou rapidement, selon moi. Alors là-dessus, sur les données, la fiscalité des données, c'est plus difficile, mais aussi, en ce moment, les gouvernements transmettent énormément de données. On n'a pas nécessairement la capacité dans les différentes agences d'analyser les données. Donc, elles reçoivent plein de données
demande aux entreprises d'envoyer un maximum de données. On demande aux entreprises une transparence totale. Mais d'autre part, c'est bien beau pour l'agence d'avoir plein d'informations, mais s'ils n'ont pas les outils pour analyser les informations, un jour, ils vont se retrouver avec beaucoup d'informations, puis la prescription va arriver, puis ils n'auront pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Des fois, c'est plus important d'avoir les bons outils, d'investir pour aller plus rapidement en fond des choses, puis d'avoir la bonne information, puis d'avoir les bonnes enquêtes au bon moment. Mais d'autre part, la sécurité des données. Je suis aussi porte-parole en matière de stratégie numérique, et cet été, il y a eu évidemment le dossier Desjardins que tout le monde a parlé dans tous les barbecues, mais au-delà de Desjardins, il y a eu aussi Revenu Québec. Et dans le cas de Revenu Québec, c'est quand même préoccupant qu'une employée qui, l'été dernier, donc été 2018, part avec quelques informations chez elle, elle s'envoie ça par courriel, à elle et à son conjoint, qui lui aussi travaille pour le gouvernement. Une enquête commence, l'enquête n'est pas complétée, continue à travailler, puis sa justification, le patron le savait, mais que finalement elle est capable de sortir avec l'information de tous ses collègues. Puis, c'est ça qui est assez troublant parce qu'effectivement, le coffre-fort du Québec, c'est Revenu Québec. Mais en ce moment, je pense que les contribuables méritent des explications, mais surtout, le droit à la vie privée, c'est un droit fondamental et ça ne peut pas juste être une question de fait. Donc, si en matière fiscale, le contribuable donne de l'information, il doit s'assurer, en fait, le gouvernement doit s'assurer d'être en mesure de bien protéger cette information. Et au Canada, ça fait des années qu'il y a un groupe de travail là-dessus, mais qui, on dirait, n'a jamais été capable d'aboutir à des solutions concrètes pour le vol de données, le vol d'identité. Et les scandales, depuis 2013, n'arrêtent pas de sortir. Là, cet été, il y a eu vraiment beaucoup de scandales, les uns par-dessus l'autre. Mais malgré les différents scandales, les mandats d'initiative qui ont été demandés par les différents groupes d'opposition n'ont pas été suivis par aucun groupe gouvernemental, que ce soit fédéral ou provincial. Et on dit au fond, au secteur, aux entreprises, arrangez-vous avec ce problème. Au fond, on demande aux entreprises de corriger la situation alors que c'est les deux qui doivent travailler de pair, parce que sinon, un jour, votre déclaration de revenus, quand vous allez la remettre ou quand les entreprises vont les remettre, il se peut très, très fortement que ça soit perdu en quelque part, parce que dès qu'il y a une divulgation, quand il y a un vol de données qui est rendu public, ça peut affecter grandement nos entreprises. Au niveau économique, ce ne serait pas nécessairement idéal. Mais si on revient en matière fiscale, là-dessus, c'est plus au niveau administratif le défi, plus que d'autres choses, parce que Revenu Québec va devoir lui aussi s'assurer d'être en mesure de bien protéger les données. Et là-dessus, au niveau administratif, il y a encore un travail à faire. Puis si je peux faire une petite parenthèse, Hydro-Québec a environ 500 cyberattaques par jour. Et pourtant, ils sont capables de vraiment les contrer. Donc, on voit qu'on a quand même une expertise au Québec en matière de cyberattaques, mais on n'a pas encore ce centre névralgique parce qu'on est en mesure de protéger tous nos différents établissements gouvernementaux, paragouvernementaux pour s'assurer des différentes cyberattaques, parce que partout dans le monde, en ce moment, les gens veulent avoir le maximum d'informations pour être en mesure de les vendre, de les monétiser. Alors là-dessus, moi je dirais que on parle de 10, 20, 30 ans, mais je pense que c'est urgent dès maintenant d'agir pour s'assurer qu'on a tous les outils au niveau administratif, au niveau fiscal, pour bien s'outiller. Et notre grand défi va être probablement de la fiscalité numérique, mais des données. Je pense que, je ne sais pas, je n'ai pas le contrôle du temps, alors je ne sais pas si... Oh, d'accord. Oui, c'est parfait. On avait évoqué moi je pense qu'Annick avait mentionné que ce serait mon tour. Est-ce que mon micro fonctionne? Formidable. Alors, c'est toujours un plaisir de ne pas parfaitement être en accord. Oui. Je dois commencer par une réserve, alors je vais mettre de l'avant le point suivant. Puis vous comprendrez que ça pourra étayer mon propos lorsqu'on mentionne GAFA là-dessus. Il y a une part très importante de ma clientèle dans la chronique. Pour moi, ce n'est pas entièrement théorique, c'est pratique, c'est des gens que je connais, c'est des gens qui me textent et c'est des gens que je représente. Alors, mon approche en ce sens-là est très intéressante pour une conférence comme celle-là,
parce que ce n'est pas des gens qui, je pense, dans la perspective d'un gouvernement ou d'une réglementation, mais plutôt des entreprises qui sont ma clientèle. Ceci étant dit, on a parlé de beaucoup de choses et puis j'aimerais, formidable, j'aimerais aborder ces points-là à peu près dans le même ordre. Marois a commencé avec la taxe Netflix. J'ai travaillé abondamment suite à la publication des dispositions des chantiers, des amendements à la loi sur la taxe de vente du Québec pour la mise en œuvre de la taxe Netflix pour plusieurs plateformes, certaines qui sont assujetties, certaines qui, après certains échanges avec le Québec, ne sont clairement pas assujetties. Pour plein de raisons qui sont comprises dans l'idée de la loi. 2 points à propos de la taxe Netflix. Le problème principal qui a amené le Québec à devoir imposer des modifications à la loi sur la taxe de vente n'est pas tant le libellé par exemple, la loi sur la taxe active ou le libellé, la loi sur la taxe de vente du Québec, mais plutôt les politiques administratives qui ont été mises de l'avant et répétées à plusieurs reprises en 1996 et 2015 par l'Agence du revenu du Canada afin de déterminer si oui ou non certaines fournitures sont taxables. Comme on l'a indiqué, l'application de la TVQ, la TPS, sur des fournitures électroniques, c'est une nouvelle taxe. C'est une taxe qui existait déjà, c'est une taxe qui est payée par le consommateur. La question de savoir si oui ou non cette taxe-là doit être perçue repose, oui, sur le texte de la loi, mais également sur les interprétations administratives. Lorsqu'on parle de la taxe Netflix, j'avais toujours avec moi le bulletin d'interprétation publié par l'Agence du revenu du Canada sur l'assujettissement de certains types de transactions à la taxe de vente. Le bulletin d'interprétation est amusant. Il comprend une certaine série de tests qu'on doit appliquer à une fourniture afin de déterminer si la fourniture est assujettie à la taxe de vente. Certains de ces tests-là sont encore valables aujourd'hui, d'autres le sont moins. Et une fois qu'on a appliqué ces tests-là, le bulletin, dans un deuxième mouvement, comprend 19 exemples. Alors, en regardant les exemples, on peut déterminer si notre application des tests correspond à celle qui est mise par l'agence et si certaines transactions doivent être assujetties. Alors, il y a un exemple, je donne toujours le même, qu'on appelait à l'époque Electronic Commerce. Alors, sur 20 exemples, il y en a un seul pour Electronic Commerce, parce que ce n'est pas si important. Et il vise spécifiquement une transaction à la Netflix, c'est-à-dire la vente d'un produit numérique, digitized product, transfrontalier. Et la conclusion que l'agence en fait, c'est qu'on nous dit the non-resident supplier Netflix, comme Marois l'a indiqué, is not carrying on business in Canada. Parce que les seuls facteurs, dans la liste de facteurs que je vous mentionnais qui sont présents, ne sont pas suffisants. Alors, on nous dit, the only factors present in Canada in this case are the places of contract, solicitation, and payment. These factors are insufficient. Les facteurs qui manquent sont très intéressants. Il manque, par exemple, Netflix n'a pas d'inscription dans les pages jaunes. Parce que Netflix n'a pas d'inscription dans les pages jaunes, c'est plus difficile de les assujettir à la taxe de vente. Netflix n'a pas non plus d'agents ou d'employés qui vendent ici des abonnements. Alors, encore une fois, c'est un critère très important, selon le bulletin, évidemment, que Netflix ne respecte pas. Alors, moi, quand la clientèle m'approche et me dit « Est-ce qu'on est assujetti à telle taxe ?» je ne leur réponds pas si oui ou non, théoriquement, il devrait l'être. Je leur dis « L'État du droit au Canada, présentement, les interprétations appliquées par les agences prévoient certains textes, il y en a une dizaine de textes sur un bulletin, qui est toujours sur le coin de mon bureau. Évidemment, j'ai la décence de ne pas leur demander s'ils sont inscrits dans les pages jaunes. Mais le problème de base, ce qui nous a amené à devoir modifier au Québec notre régime afin d'avoir une taxe Netflix, découle de là. Est-ce que ces critères-là sont encore tous pertinents? Je vous amènerai à les lire, vous vous amuserez. Un dernier commentaire à propos de la taxe Netflix que je vais illustrer par un exemple. La taxe Netflix est intéressante. À mon avis, elle n'était pas nécessaire. On aurait pu appliquer au même résultat la taxe qu'on avait déjà. Et pour ça, ça a pris un peu plus de coordination pan-canadienne, chose qui a échoué. Je vais donner 2 exemples de coordination pan-canadienne qui a échoué. Un
problème intéressant avec l'attaque Netflix du fait qu'elle soit québécoise. Une illustration du fait qu'il aurait été préférable qu'elle soit pan-canadienne. Je prends un exemple personnel. Il m'arrive régulièrement dans le cadre de mon travail de devoir voyager sur la côte ouest. Je suis plus débordé qu'organisé. Alors que je suis sur la côte ouest, j'enfile les réunions, je prends du retard, ça ne m'arriverait jamais. Et je dois prolonger mon voyage. Alors je prévois rester moins longtemps, je dois ajouter 2 nuits. Je suis présentement sur la côte ouest. Alors je suis, en vertu de la loi sur la taxe de vente du Québec, un consommateur québécois désigné, j'habite généralement au Québec. Là, je suis sur la côte ouest, à ce moment-là, je prends mon application et je me rajoute 2 nuits sur Airbnb. Jamais je coucherai dans un hôtel. Et j'en profite de faire une publicité. Alors, je me rajoute 2 nuits sur Airbnb. À ce moment-là, je suis aux États-Unis. Je contracte avec une plateforme américaine pour rajouter 2 nuits aux États-Unis. L'ensemble de ma transaction et de ma personne, qu'on assujettisse à l'impôt la transaction ou le contribuable, que l'objet de la taxe soit l'un ou l'autre, entièrement à l'extérieur. En vertu du régime québécois, de la définition actuelle de consommateur québécois désigné, cette transaction-là doit être assujettie à la taxe de vente du Québec. Revenu Québec est bien au courant de cette situation-là. On en a discuté dans les conférences, on l'a abordé avec eux, et Revenu Québec ne l'appliquera pas. Les grandes plateformes ont des ententes de mise en œuvre de la protocole taxe Netflix qui cherchent à mettre de côté ces anomalies. Ce sont des anomalies théoriques d'intérêt pour les universitaires là, avant tout, mais il y a des anomalies du fait que cette taxe-là soit entièrement provinciale. Une taxe provinciale devra être évidemment à l'intérieur du territoire de la province, donc une taxe directe pour les objets provinciaux. Alors, la taxe Netflix est intéressante. La taxe Netflix est une solution pratique à une situation qui, dans un monde idéal, n'aurait pas de nécessité de solution pratique. Il va y avoir, puis on cherche à se projeter dans le futur, un jour, j'imagine, très rapproché, où les dispositions de la loi québécoise soit vont retrouver un pendant dans la loi sur la taxe acquise, ou vont devoir disparaître pour être remplacées par autre chose, ne serait-ce peut-être qu'une autre application des critères selon le texte employé par l'Agence Camion Business in Canada. Mais le résultat est généralement juste, le résultat est généralement conforme à ce qu'il devrait être. Il y a certaines anomalies, le système n'est pas parfait. Tous les fournisseurs de services électroniques ne sont pas systématiquement assujettis. Il y a une façon de s'en faire. Certains l'ont employé, d'autres non. Mais généralement, c'est une démarche qui est intéressante. Les chiffres aussi démontrent que la démarche était intéressante. Est-ce qu'elle est parfaitement conforme aux lois applicables, aux limites constitutionnelles du Québec? Non. Elle est administrée de façon très habile. Et Revenu Québec, dans son administration de cette loi au cours des 2 ans, maintenant ça fait 2 ans qu'on parle de ça, a eu le ton juste. On entend que le ton va changer. Alors, je pense que le ton d'administration de la taxe Netflix va changer dans les prochaines semaines. On demande de se projeter dans le futur. Là. Je parle d'un futur très, très immédiat. Mais Revenu Québec va probablement augmenter la pression sur les plateformes qui ne sont pas inscrites au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. On verra qu'est-ce qu'il va y avoir. Est-ce qu'il va y avoir des litiges afin de déterminer si Revenu Québec est à l'endroit d'imposer cette taxe lorsque les plateformes vont être inscrites, pas à leur insu, mais sans qu'elles posent de gestes positifs. Alors, imaginez une situation dans laquelle Revenu Québec inscrit une plateforme qui ne s'est pas inscrite volontairement. On vous inscrit à la taxe. Vous savez, la taxe sur laquelle, de lieu à mesure, on vous inscrit. Puis, à partir de telle date, 1er janvier, vous devriez avoir commencé à percevoir. On a estimé, on vous cotise. Qu'est-ce qui peut arriver dans ces cas-là? On verra l'année prochaine. Alors, pour la taxe Netflix, qui est épouvantable, d'ailleurs, on devrait appeler ça le projet de loi 150 ou autre chose. Mais pour la taxe Netflix, essentiellement, il y a du bon et du moins bon. Je pense que le bon, généralement, l'emporte grandement. On a parlé du 3%. Fondamentalement,
il y a plusieurs des prémices de base au soutien de la taxe GAFA. J'aime pas l'expression GAFA. Au départ, quand on parle d'une taxe, on ne va pas parler des gens qui sont assujettis. Il y a un aspect très discriminatoire de nommer une taxe pour les grandes entreprises qu'on vise, particulièrement lorsqu'on est, par exemple, la France et qu'on vise essentiellement les entreprises américaines, en mettant de l'avant des seuils qui sont tellement élevés qu'ils excluent à peu près toutes les entreprises nationales. Alors, lorsqu'on dit qu'on cherche à taxer des grandes entreprises américaines, en intitulant la taxe de cette façon-là, on se braque un peu. Il va être évident qu'un président, bien que peu populaire, parmi les gens ici qui malheureusement ne peuvent pas voter pour son remplacement, va chercher avant tout à dépendre des intérêts de son pays. Ce n'est pas parce que c'est Trump, c'est parce que c'est une taxe qui vise essentiellement les joueurs américains. Une taxe de cette nature-là, qui vise essentiellement les joueurs étrangers, qui va viser à les taxer sur des revenus bruts et non sur des revenus nets, pose pour moi là, certains problèmes. Je donne un exemple. La taxe française existe depuis maintenant près d'un an. Elle a été mise en œuvre à partir du 1er janvier 2019, qui est le revenu de l'année précédente, alors il y a un peu d'expérience en France. Et, sans vouloir entrer dans le détail de la façon dont la clientèle a réagi, était bien documenté, par exemple, qu'Amazon a réagi en augmentant sa commission sur certaines des transactions qui sont faites sur son site. Alors, je donne l'exemple suivant. Au cours des 5 dernières années, la règle du pouce, c'est qu'Amazon, sur un volume gigantesque, a une marge de profit d'environ 2,5 ou 2,6% selon les sources. Alors, Amazon fait une marge faible. Amazon fait une marge inférieure sur ces transactions à 3%. Est-ce que c'est que le modèle d'affaires est mauvais? Non. C'est un modèle d'affaires qui est très maigre. Alors, on a une marge de 2,5%. On sait qu'on a une taxe de 3%, pas sur toutes les transactions Amazon. Lorsqu'on parle de 3% GAFA, on ne vise pas toutes les transactions, on ne vise pas, par exemple, les transactions de vente directe. Alors, cette taxe-là, puis on pourra discuter, peut-être, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui pourrait arriver au Canada, dans la mesure où on a un gouvernement majoritaire qui peut faire quelque chose. On pourra prendre des paris peut-être. Mais si on a un gouvernement majoritaire, disons libéral, qui nie décide de mettre de l'avant cette taxe-là, qui résiste les pressions américaines, le détail va être très important. On ne vise pas, par exemple, avec la taxe de 3% en France, les transactions directes, où Amazon va vendre eux-mêmes leurs propres produits. On vise des transactions où il y a de l'intermédiation, où Amazon est une plateforme qui va permettre à les vendeurs de vendre par le biais d'Amazon leurs produits. Et on vise aussi les transactions où il y a de la création de richesse, c'est-à-dire des données utilisées à partir, par exemple, de la France. Alors, dans le cas où moi je vends à Amazon, je suis informé, parce que je suis vendeur français, que le taux de commission qu'Amazon va prendre sur la vente va augmenter de 3%. Alors, est-ce que le 3% est ultimement payé par le GAFA, par la clientèle? Pas aussi simple. Il faut faire attention lorsqu'on met en place un régime comme celui-là, pour déterminer qui va effectivement payer la taxe. Lorsqu'on parle d'une taxe sur les revenus bruts, associée sur les ventes dans un État, on parle véritablement d'une taxe et pas vraiment d'un État. La distinction est importante. On parle, par définition, d'un type de prélèvement qui ressemble à une taxe à la consommation qui va être payée principalement par les consommateurs. Je m'attends à ce que la clientèle manipule le modèle d'affaires pour qu'on y arrive. Il y a des études initiales, il va falloir continuer à lire les universitaires. Vous savez, moi j'ai l'avantage énorme de pouvoir bénéficier du travail fait par d'autres. Mais à ce stade-ci, je pense qu'on s'attend à ce que la taxe soit payée généralement par les consommateurs, ensuite les entreprises partenaires. Les modèles d'affaires vont s'adapter, c'est nécessaire.
Je passe du code à langue, on reviendra sur la taxe du 3 peut-être en discussion à la fin. On a abordé d'autres questions, celle de l'échange d'informations. On va participer dans le futur. L'échange électronique d'informations, j'envisage la problématique de deux façons. Pour moi, il y a deux grands types d'échanges électroniques d'informations. Il y a des échanges automatiques qui ont lieu en vertu des ententes internationales par lesquelles, par exemple, les banques vont transmettre aux autorités fiscales des pays de leur clientèle des informations sur leur compte. Là, on a là des quantités faramineuses d'informations qui sont reçues par les États systématiquement depuis quelques années. On a aussi les grandes demandes d'informations. Les grandes demandes d'informations qui sont effectuées par les autorités fiscales auprès des banques et auprès de plusieurs commerçants d'envergure. Alors, ceux d'entre vous qui s'amusent à lire la jurisprudence fiscale, j'espère qu'ils sont peu nombreux. Il y a des causes récemment qui ont été entendues où on fait des demandes d'informations d'envergure, par exemple, aux grands quincailliers. Je ne sais pas si on s'appelle toujours les quincailliers, mais les home hardware stores, là, les Rona et les Home Depot et autres de ce nom. Alors, l'exemple de Rona bien connu, l'exemple de Home Depot est le même. On reçoit une demande d'information de la part des autorités fiscales, une demande innommée, c'est-à-dire une demande pour tous les clients qui respectent certains clients. Alors, deux types de demandes d'information par les autorités fiscales, des demandes nommées. On va avoir des informations spécifiques à propos de Nicolas Routier. Ces demandes-là, généralement, choquent assez peu l'imaginaire. Les demandes innommées, on va avoir toutes les informations relatives aux clients de Home Depot qui ont ouvert des comptes commerciaux et qui ont acheté certains montants durant une certaine période. La demande est plus spécifique, on peut même voir Home Depot à proximité de certains grands chantiers publics, par exemple. L'objectif d'une demande de la sorte est de générer beaucoup d'informations qui permettent d'identifier très spécifiquement les risques d'évasion fiscale. Ces demandes-là, dans le cas d'un Rona ou d'un Home Depot, sont effectuées à propos par les autorités fiscales depuis longtemps. Là où on amène ça à un autre niveau encore, c'est lorsqu'on fait des demandes suite à du coulage d'informations, Panama Papers et autres. Alors, dans ce cas-là, on génère des quantités d'informations faramineuses, pas toujours utiles, et puis vient faire face à une difficulté dans la production des documents. Quels outils doivent être utilisés pour les produire, et ensuite, quels outils peuvent être utilisés pour les lire. Et puis là, on parle de la fiscalité du futur. Je vais vous parler du fait que les forces en présence n'utilisent pas toujours les mêmes outils. Alors, on demande d'informations par les autorités fiscales auprès d'une grande banque. On a besoin de l'ensemble des informations qui ont visité telle clientèle durant telle période. Comment la banque va-t-elle obtenir ces informations-là? Avec les derniers outils de recherche assistés par l'apprentissage machine, ce qu'on appelle tout à l'heure l'intelligence artificielle, en créant des mots-clés, des expressions clés, des paragraphes clés qui vont être compris par l'ordinateur, qui vont passer à travers des centaines de millions de pages de données, en recherchant de façon pas mal intelligente l'information qui est visée, en la triant selon le risque, en l'analysant de façon qui va permettre à des intervenants humains d'en lire une proportion très faible et d'évaluer le risque. Cette information-là, une fois qu'elle a été triée par l'ordinateur, lorsqu'elle a été analysée par des professionnels, lorsqu'elle a été résumée pour les clients, lorsque le risque a vraiment été bien compris, lorsqu'on sait exactement où sont les points forts et les points faibles, est transmise de l'autorité fiscale sur une clé USB dans un format lisible, difficile à analyser, à des gens qui disposent pour obtenir toute la compréhension nécessaire du travail manuel, de la lecture du feuille Excel, de regarder les photos de passeport. C'est extrêmement difficile de passer à travers des centaines de milliers de pages de documents, de photos de passeport, de lignes de compte, puis d'y comprendre quoi que ce soit. Dans le cadre de la remise des documents aux autorités fiscales, on peut comparer, lorsqu'on est celui qui l'a produit,
Moi, je suis celui qui produit pour mon client. On peut comparer le niveau d'analyse quand même. Alors, je ne dirais pas qui est qui, mais il y a deux façons de recevoir l'information. Il y a une des autorités fiscales canadiennes qui reçoit l'information et dont on entend jamais parler. Et il y en a une autre qui rappelle en disant oui, à la page 1732, on avait une difficulté à lire le mot à gauche. Je pense qu'il y a eu un problème, là, un petit problème de numérisation. Ça, c'est d'avoir regardé le livre. Là, on dit oui, effectivement, par raison, alors le document source, voir oui, il est un peu proche celui-là. Ça, c'est un niveau d'analyse. Il y a seulement une des deux autorités fiscales qui le fait et qui obtient les documents avec, à mon avis, la certitude qu'ils vont faire une analyse sérieuse pour faire du travail avec. L'autre, un autre point quand on parle de la fiscalité du futur, évidemment, on discutera de tout ça dans la première question. L'autre point qui est très important, je pense qu'on se déplace, qu'on s'éloigne du régime de self-assessment, d'autocotisation, vers un régime où les autorités fiscales, avec toutes les informations dont ils vont avoir accès, vont produire pour les contribuables des déclarations de revenus pré-remplies. Je travaille, moi, avec Revenu Québec sur un projet depuis 2016, qui est assez connu, pour une plateforme numérique qu'on ne nommera pas, dans laquelle on travaille avec Revenu Québec à auto-générer les déclarations de taxes, ainsi que des déclarations de revenus. On échange électroniquement avec le consentement des joueurs, évidemment, les gens cliquent là, qui sont d'accord. On échange électroniquement l'information de façon, à mon avis, assez intelligente, qu'on essaie de livrer tous les ans pour pré-remplir les déclarations de revenus et les présenter. C'est la façon dont on le fait pour être amélioré, mais pour pré-remplir les formulaires, qui permet aux participants à cette plateforme-là de se retrouver à la fin de l'année avec leurs taxes payées et remises, leur déclaration de taxes remplie et une très très grande partie de leur déclaration d'impôt pré-remplie. On n'arrive pas à mettre ensemble toutes les informations produites par tous les employeurs, par toutes les plateformes pour remplir l'entièreté de la déclaration du contribuable. L'objectif, ce n'est pas de forcer quelqu'un à signer une déclaration pré-remplie. L'objectif, c'est de présenter, puis je pense qu'on se dirige vers ça très rapidement. Je vais vous donner un dernier exemple. On se dirige très rapidement, je parle de 5 ans, dans une situation où on va se retrouver avec une déclaration fiscale pré-remplie, qui va avoir pour les particuliers beaucoup de bon sens à réviser sa vie. Or, je ne suis pas d'accord avec ça, effectivement, la situation a changé. Non. Mais on parle d'un échange d'informations qui va amener à pré-remplir ça. Là, comme outil de vérification. Puis de deux, comme outil qui va peut-être faciliter la conformité fiscale dans un certain nombre de choses. Évidemment, c'est un point important. Personne qui va être obligé, en tout cas dans le modèle que moi je vais avant, à signer son nom dans le document. Mais il va avoir la lecture par numéro, puis les couleurs vont être identifier les numéros qui sont à la place. Alors, si quelqu'un regarde ça, il dit oui, moi je pensais que cette année, ça coûterait 30 000 d'impôt, je regarde le document qui est rempli, c'est 31 425, ça ressemble à ça. Je pense qu'on se dirige vers ça. Je donne un autre exemple un peu plus intéressant, et ensuite je laisse la parole. Imaginez la situation suivante. J'aurais mieux vous parler du blockchain parce qu'il y a un projet avec Revenu Québec, je vous en parle peut-être dans les questions. Je présente la situation suivante. On a un transporteur qui décide de déployer un nouveau modèle d'affaires au Québec, en vertu duquel il va avoir ce transport de marchandises. Le transporteur est américain. Lorsqu'on fait affaire avec un Américain, lorsqu'on fait affaire avec n'importe quelle entreprise américaine, on lui verse un montant pour des services comme au Canada, il y a un revenu 9% au Québec, 15% et 4%. Alors, vous faites affaire avec une entreprise américaine dans le service ici, la règle 105, le revenu de 24%. Pourquoi le revenu de 24%? Parce que c'est sûr qu'à la fin de l'année, il faut le payer. L'entreprise américaine, à la fin de l'année, fait sa déclaration de revenus, c'est que c'est 24% pas nécessairement, mais il y a un revenu. Il y a un backstop, c'est sûr, l'impôt soit payé. Imaginez la situation suivante. L'entreprise américaine fait affaire ici. Quelqu'un décide de contracter avec elle. La personne choisit, moi je vais contracter avec l'entreprise américaine pour un service de transport. Bon, contracte avec l'entreprise américaine. Il y a un signal qui est envoyé aux autorités fiscales en temps réel qui leur dit oui, il va y avoir un contrat qui va être convenu en vertu d'un modèle type, un contrat type avec une entreprise américaine.
La retenue à la source n'a pas besoin d'être faite parce qu'une de trois choses, l'entreprise américaine n'aura pas d'impôt qui est fait l'année. Il y a de l'argent dans son compte. On a un dépôt, etc., qui est suffisant. Ou, par exemple, cette transaction-là, à cause de certaines exceptions dans le traité, n'est pas assujettie. Le logiciel transmet l'information à l'autorité fiscale. En temps réel, il y a un arbre de décision qui prend une décision d'analyse de risque, comme une sélection pour la vérification. Détermine si oui ou non il y a une retenue à la source qui doit être faite. S'il y a une retenue à la source qui doit être faite, il y a une indication dans la plateforme, une retenue à la source doit être faite, est-ce que vous faites la transaction oui ou non? Si oui, bien 24%, de l'autre côté. Et sinon, il y a automatiquement un formulaire de l'article 105, un waiver de l'article 105 qui est dans la papier, etc. Mais il y a dans le dossier des parties une renonciation à la retenue de l'article de la règle 105 qui est faite automatiquement. Beau. Ça se fait en temps réel, ça se fait 100 fois, 1000 fois par jour, à chaque fois que les micro-contrats sont contenus. À la fin de l'année, quand on arrive pour vérifier, on ne vérifie pas si 200 000 transactions, là je parle de 200 000 transactions, dans un exemple comme celui-là, c'est pas beaucoup. Moi je parle de modèles dans lesquels il y a des centaines de milliers de transactions par mois. On ne vérifie pas 100 000, 200 000, 300 000 transactions par mois en fin d'année, on vérifie le système. Est-ce que le système a fonctionné? Est-ce que le système a été fait? Et on arrive avec un niveau de conformité fiscale extrêmement élevé. Alors, je pense que c'est vers là qu'on s'en va, une espèce d'automatisation de la fiscalité, avec une combinaison d'échange automatique d'informations, d'analyse de l'information, avec un peu d'intelligence artificielle. Je pense qu'on se dirige vers ça assez rapidement. Moi, ça me fait un peu peur, parce que je comprends l'aspect fiscal et tout ça, mais je ne comprends pas l'aspect technologique. Alors, je le dis évidemment en secret, mes clients pensent que je maîtrise bien l'aspect technologique du travail qu'on fait, plus ou moins, je le sais. Et j'espère que c'est solide et puis personne ne peut intercepter tout ça. Mais dans la mesure où, puis je touche du bois, à date ça arrive, je pense que ça va être un vecteur important dans la fiscalité, ce déplacement de l'autocotisation vers autre chose. Moi, après la présentation très pratico-pratique de Nicolas qui s'est gardé donc le monopole de la pratique dans cette conférence, moi je me tourne vers l'académique puisque je suis une prof avant tout et je garde donc mon monopole de la théorie de cette présentation d'aujourd'hui. Donc je remercie Marois pour sa présentation et sa présence ce soir à cette conférence sur le numérique, la fiscalité et le travail prospectif que nous avons à faire dans le futur. Pour ma part, donc, je garde les aspects plus théoriques et plus philosophiques de la fiscalité et du numérique pour moi. Donc, j'entends développer sur 3 thèmes qui représentent, selon moi, les défis auxquels la fiscalité va devoir faire face quand on arrive fiscalité et numérique ensemble. Il y a des risques, comme le disait mon collègue Vincent, la fiscalité, c'est entre autres beaucoup d'informations et beaucoup de données, et ça représente effectivement un risque important. Sur le plan du numérique, j'ai trouvé 3 thèmes qui me paraissent des défis à 10, 20, 30 ans, probablement plus à 10 qu'à 30 ans. Le premier, en fait, ça concerne surtout la coopération internationale et la coopération fiscale. On arrête très peu, on parle beaucoup en fait du fait que pour que la fiscalité, donc Marois a parlé, donc d'imposer les revenus des multinationales, d'imposer particulièrement des multinationales qui œuvrent dans l'entreprise numérique, de même que la taxe à la consommation, il va devoir y avoir une plus grande adhérence internationale à des principes généraux. C'est ce que cherche à faire l'OCDE depuis plusieurs années, donc de chercher l'adhérence de plus de pays possible pour mettre en place un plan qui soit international et qui vise à éviter la non-imposition, mais aussi la double imposition. Pour avoir cette adhérence-là de plusieurs pays, donc avoir l'accord de plusieurs pays sur le plan international, ça demande qu'on se préoccupe aussi des plus petites économies, ce que, à mon avis, l'OCDE commence à faire, mais a tardé à faire, puis c'est déjà exposé à de nombreuses critiques sur ce plan-là.
particulièrement sur le plan de l'économie numérique. L'OCDE cherche à mettre en place des nouveaux paradigmes d'imposition de l'économie numérique, mais encore une fois, elle se heurte à des critiques des plus petites économies qui se sont flouées. Il faut dire que ça part de très loin. Toutes les questions démocratiques derrière l'OCDE, sont très importantes et sont souvent critiquées dans le sens que les petites économies qui ne sont pas des pays membres de l'OCDE ne se sentent pas bien représentées par l'OCDE comme organisme international et se sentent flouées dans les choix des politiques fiscales qui sont faites, donc dans le choix du pays de résidence versus le pays de source, qu'on tente de détourner légèrement dans les dernières années, mais il reste que les fondements de l'OCDE sont de représenter les États de l'OCDE et du G20 élargi maintenant, même si on tente de plus en plus à l'OCDE d'inclure d'autres économies. Donc, on a 130 pays qui ont été consultés dans le cadre du projet BEPS, donc dans le cadre du cadre inclusif de l'OCDE. Donc, on élargit les consultations et les gens qui sont appelés à se prononcer et à dialoguer sur les questions de politique fiscale internationale, dont ce qu'a proposé cette semaine l'OCDE. Par contre, le processus décisionnel reste largement entre les mains de l'OCDE et le processus de la force politique reste aussi entre les mains des États les plus riches. Je pense que l'historique du projet de l'OCDE, tel qu'il a été décrit par Marois, est un excellent exemple de ce rapport de force qui existe actuellement sur le plan international, où elle nous parle en fait d'une grande discussion sur l'imposition du numérique et des multinationales qui se passe entre la France, l'Allemagne et les États-Unis qui est contre. Donc, oui, on a un projet qui est proposé. Il y avait 3 propositions qui étaient sur la table. On en a choisi une à l'OCDE qui semblait réunir le plus possible les 3 propositions. Par contre, les plus petits États se sentent, les critiques sont déjà des critiques à une semaine de la sortie la proposition à l'effet qu'il y aurait eu d'autres possibilités, d'autres choix possibles pour l'OCDE qui auraient moins défavorisé en fait les petites économies ou les plus petits pays. En fait, ce qui se passe, c'est que les nouvelles propositions de l'OCDE vont viser seulement certaines entreprises, celles qui ont des revenus les plus élevés. On parle de 750 millions d'euros, ce qui n'est pas peu dire. Encore une fois, ça vise seulement certaines entreprises et donc aussi pour que les nouvelles règles d'imposition dans les États de l'OCDE, donc de l'imposition du revenu des multinationales dans leur vente de services numériques, puissent être imposées par les États, il faut qu'il y ait aussi un niveau de vente dans l'État qui soit suffisant. Et là, on parlait je pense que le projet parlait de 750 millions de dollars canadiens d'euros aussi. Donc, 750 millions d'euros, c'est beaucoup pour des petites économies. Donc, les grandes économies, les États-Unis, la France, l'Europe va se sentir, va bénéficier de ça. Et même l'OCDE nous dit qu'en termes absolus, c'est eux qui vont en bénéficier le plus, même si en termes relatifs, ce sont les plus petits États qui vont avoir une plus grande hausse de leurs impôts. Donc, je pense qu'il reste à régler dans le 10, 20, 30 ans cette espèce d'opposition qu'il y a toujours sur le plan international entre les États les plus riches et les États les plus pauvres sur le plan de la fiscalité. Donc, d'inviter une plus grande peut-être coopération sur le plan fiscal. Ça fait plusieurs années que des plus petits États sur le plan économique réclament que la fiscalité internationale soit régie par un organe qui serait à l'extérieur de l'OCDE, qui aurait donc un rôle un petit peu plus objectif dans le cadre de la réorganisation de la fiscalité internationale. Mais que ce soit à l'OCDE ou que ce soit ailleurs, je pense qu'il va falloir trouver un moyen d'arrimer davantage les politiques fiscales et les questionnements par rapport à la politique fiscale aux intérêts et aux questions et aux préoccupations des plus petites économies. C'est le premier point que je soulèverais sur nos grands défis sur le plan de la fiscalité internationale particulièrement. Autre défi, on en a parlé, c'est l'échange d'informations. L'OCDE, les ententes multilatérales, bilatérales, prévoient de plus en plus l'échange d'informations entre les États. On a surtout parlé d'échange d'informations entre l'État et les contribuables,
Mais il y a aussi cet aspect-là. De plus en plus, on demande aux États de se partager l'information. Comme le mentionnait Nicolas, une grosse partie se fait par des demandes spécifiques des États par rapport à les contribuables. Mais il y a une autre grosse partie qui se fait, qu'on appelle les échanges automatiques d'informations. Donc, ce sont les masses de données qui sont échangées entre les États, qui sont prévues par convention. Un grand nombre de pays adhèrent à ces principes d'échange d'informations. En revanche, on est encore, comme on le disait tout à l'heure, au balbutiement de cet échange d'informations-là. Oui, il y en a depuis plusieurs années, mais de cette masse d'informations-là et de façon automatique, il y a encore peu de réflexion qui a été faite. Il y a un guide qui a été produit par l'OCDE, mais il reste encore beaucoup de réflexion à faire sur les questions de sécurité. Donc, est-ce que les États avec qui on échange de l'information sont en mesure d'assurer la sécurité des données qui sont échangées? On vient de voir là, cet été avec le piratage là, de l'Agence du revenu bulgare, où des données de résidents du Canada ont été malencontreusement obtenues dans le cadre de ce piratage-là. Donc, de s'assurer que les États avec qui le Canada et les autres États échangent leurs informations sont prêts sur le plan de la sécurité informatique à s'assurer la confidentialité et du secret des données fiscales. En fait, on sait que l'IRS subit à peu près 1 million de piratages, de tentatives de piratage par semaine actuellement. Donc, c'est l'IRS, ils sont prêts, ça marche, mais est-ce que ça va fonctionner dans tous les États? Donc, il y a cette assurance-là et donc on a besoin, je pense, de règles plus strictes sur l'échange d'informations actuellement. L'OCDE travaille sur ces questions-là, travaille sur un guide, fait aussi une espèce de paramétrage de toutes les juridictions afin de déterminer si elles sont prêtes ou non à recevoir ou à participer à l'échange des données. Mais ça va rester, je pense, malgré toute la bonne volonté de tout le monde, une préoccupation puis un risque qu'on va devoir gérer de plus en plus sur le plan fiscal. Il faut aussi que l'échange d'informations se fasse avec les juridictions qui ont des règles de confidentialité qui sont semblables à celles du Canada. Quand on envoie les masses de données à l'extérieur du pays, il faut s'assurer que l'autorité qui les reçoit n'a pas l'autorisation de les partager avec d'autres ministères, avec d'autres individus ou d'autres tiers. Ce qui est le cas au Canada, on a un safeguard, on a des règles de confidentialité à l'article 241 de la loi qui nous permet pas, en fait, qui empêche l'échange d'informations entre les ministères et les organismes de l'État, sauf dans certaines circonstances prévues par la loi. Ce n'est pas tous les États qui ont les mêmes règles de confidentialité, donc il va falloir aussi voir, malheureusement, une certaine uniformisation de ces règles-là avant de pouvoir partager l'information avec d'autres États. Donc, c'est les grands risques sur le plan de l'échange d'informations, selon moi. L'autre problème, on a un peu abordé cette question-là aussi, et l'autre problème, défi, je dirais, dans les prochaines années, c'est la mise en place de data mining par les autorités fiscales. Il y a un projet de loi actuellement en France pour essayer d'obtenir le plus d'informations possible provenant de l'Internet ou du numérique, en fait. Donc, la France cherche à adopter un projet de loi autorisant les administrations fiscales et douanières à collecter et à exploiter l'information qui est publique par les réseaux sociaux et par les plateformes. Ce qui veut dire que la France aurait accès, par exemple, aux coordonnées des contribuables, à certaines de leurs données bancaires, à des données d'autres ministères, à des données disponibles sur les réseaux sociaux, comme Twitter, Facebook. Puis, avec des algorithmes super puissants, pourrait déterminer, en fait, si votre style de vie, par exemple, correspond aux revenus que vous avez déclarés. Puis sinon, il y a un petit flag rouge qui va sonner, puis on va aller vous vérifier. C'est déjà le cas en Angleterre. Je ne suis pas une spécialiste du data mining. Je comprends très peu comment les algorithmes fonctionnent et je trouve que c'est en gros ça qui est le problème. Au Royaume-Uni, on le fait déjà. En fait, 90% des vérifications fiscales, selon mon collègue Grégory Lefkowitz de l'Université libre de Bruxelles, viendraient en fait de tels algorithmes. Donc, 90% des vérifications qui sont faites viennent de données obtenues de cette façon-là, donc en data mining, et donc qui donnent lieu à des vérifications des contribuables. L'avantage qu'on a avec
l'information qui n'est pas numérique. Donc, contrairement à Nicolas, je n'ai pas comme client les GAFA et tout le reste. Et je les utilise même très peu parce que je ne suis pas très technologique. Mais l'avantage qu'on a avec le papier, puis les circulaires d'information, puis les politiques de l'Agence du revenu du Canada, c'est qu'elles sont publiques. Les algorithmes, même si elles l'étaient, pour la plupart d'entre nous, on ne pourrait pas les comprendre et on ne pourrait pas ajuster nos comportements de manière à éviter de se faire vérifier. Il y a donc un grand risque que les autorités fiscales se tournent de plus en plus vers, comme Nicolas le disait, une analyse qui peut avoir des aspects positifs, comme Nicolas le mentionne, mais qui peut aussi composer des risques qu'on réécrive en fait le droit à l'aide d'algorithmes qui ne sont pas collés à la loi, qui n'ont pas de jugement, ces algorithmes-là. Si je vous présente dans la déclaration de revenus, vous allez être capable de voir que probablement tous les revenus sont déclarés, probablement pas l'algorithme. Donc le jugement n'est pas là, le jugement du vérificateur n'est pas là. Puis ça implique aussi, dans le cas du Royaume-Uni, une baisse importante des effectifs fiscaux chez les autorités fiscales. Donc pour moi, c'est les grands défis des 30 prochaines années, les grands défis peut-être des professeurs, des gens du côté académique, donc de se pencher sur la question d'accès à l'information versus la confidentialité et le secret des données fiscales, qui restent des données qui sont souvent très personnelles. Et donc, vraiment sur lesquelles je me pencherai dans les 30 prochaines années, si j'y suis encore. Merci. Voilà, on est arrivé à la période de questions. Comme je disais, c'est une période qui n'est plus enregistrée, donc tant pour les questions que pour les réponses, laissez-vous aller plus librement. Juste une petite chose, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, je veux remercier, je ne le fais pas souvent, mais l'Espace et les PQ qui nous accueille ici. On est de l'autre côté de la montagne, c'est compliqué de bien nous voir.